8h14 sur Europe 1. Votre invité ce matin, Sonia Mabrouk, Philippe Bas. Effectivement, ancien ministre, questeur du Sénat, bienvenue sur Europe 1. Bonjour Philippe Bas. Bonjour. Et j'ajoute également secrétaire général de l'Élysée sous Jacques Chirac. À ce titre, c'était le 31 mars 2004 à 19h25 précise sur le perron de l'Élysée. Frémissement, crépitement derrière le micro. Vous avancez, vous annoncez la composition du nouveau gouvernement Raffarin. Vous aviez alors égrené les noms de Nicolas Sarkozy, François Fillon, Dominique de Villepin, Jean-Louis Borloo. Bon, j'arrête là, une autre époque. Aujourd'hui, on attend le nouveau gouvernement Borne. Il n'y a pas de règles constitutionnelles, Philippe Bas, pas de temps respecté, pas de délai imparti. Non. Peut-être faudrait-il qu'on en crée un. 3 semaines, c'est beaucoup tout de même. Je ne pense pas que, à part peut-être sous la 4e République, et encore, on n'ait jamais mis si longtemps en France. En réalité, les noms de personnalités que vous avez cités, c'était en 2004, ça me rajeunit, ça nous rajeunit tous, mais il y avait des personnalités politiques de premier plan qui s'imposaient pour la formation du gouvernement. Peut-être qu'aujourd'hui, ça n'est pas le cas, et en tout cas, comme la démarche d'Emmanuel Macron, quand il a été élu pour la première fois président de la République, qui était une démarche très personnelle, il n'est pas entouré de grands élus qui pourraient s'imposer dans la formation d'un gouvernement. Et d'ailleurs, il va les chercher ailleurs aussi pour cette raison. C'est peut-être un autre temps, une autre époque, une autre manière de présider ou de gouverner. Ou c'est un autre homme. Possible. D'ailleurs, il dit nouveau président, nouveau mandat. C'est en tous les cas toujours le secrétaire général de l'Élysée qui fait cette annonce sur le perron de l'Élysée. Ce sera Alexis Kohler, la composition du gouvernement Borne. Vous le connaissez bien, vous l'aviez interrogé lors de la commission d'enquête sur l'affaire Benalla que vous présidiez, Philippe Bas. Il est décrit comme le jumeau, le siamois d'Emmanuel Macron. Qu'est-ce qu'il incarne ? Le secrétaire général de l'Élysée n'incarne rien, par définition. C'est rien un et tout, hein, rouage et un instrument entre les mains du président de la République. Et donc, le mieux, c'est qu'il n'y ait rien à en dire, car il se doit tout entier au service du président. Donc, ça doit être l'homme caché, invisible finalement derrière le président, et pas, comme on le dit parfois, le vice-premier ministre. Ah, certainement pas. Le premier devoir d'un secrétaire général de l'Élysée est d'être un trait d'union entre le Premier ministre, son cabinet, le gouvernement et le président de la République pour faciliter le travail du chef de l'État. Et la vraie question, Philippe Bas, en fait, qui intéresse les Français, est celle de savoir quelle politique, surtout, sera menée, quelle orientation. Les Français jugent plutôt, on va dire, favorablement, à une courte tête, la nomination d'Elisabeth Borne. Un sondage CSA pour CNews lui donne une confiance à 53%. C'est un bon début ? Madame Borne a été 5 ans ministre, c'est un grand commis de l'État, elle remplit au moins une partie des conditions nécessaires pour assumer cette fonction gouvernementale. Il est un mystère pour personne que c'était pour le président de la République un second choix et qu'il en a changé à la dernière minute. Vous pensez à Catherine Vautrin de votre famille politique en premier choix, enfin. En tous les cas, ça ne disqualifie pas Madame Borne pour exercer cette fonction. Et comme vous le dites justement, c'est sur sa politique qu'il faudra la juger et non pas sur son curriculum vitae. En tous les cas, on note, vous êtes clairement dans l'opposition, Philippe Bas, ça ne fait pas de doute. Toutefois, vous avez félicité Madame le Premier ministre ou la Première ministre dès sa nomination, alors que d'autres l'ont immédiatement attaqué. C'est un usage républicain que de former des vœux de succès, quelle que soit d'ailleurs sa couleur politique. Enfin, il s'agit tout de même du gouvernement de la France. Un minimum de respect s'impose. Et former des vœux pour le succès du gouvernement de la France, c'est former des vœux pour le succès des Français. Ça ne suffit pas pour justifier de la complaisance face à l'action. Vous voyez, on est dans une situation tout de même où le débat politique est simplifié jusqu'à sa plus simple expression. Aujourd'hui, sous prétexte que nous serions contre les forces anti-système, il faudrait être tous avec Macron. Mais moi je dis, c'est pas
un programme commun que d'être contre les extrêmes. Il faut qu'il y ait une respiration de la démocratie qui permette aux Français d'avoir d'autres possibilités quand ils ne sont pas contents de leur gouvernement que de voter aux extrêmes. C'est la raison pour laquelle une force d'opposition gaulliste, centriste, de la droite républicaine est absolument nécessaire à la démocratie. Philippe, vous dites que le seul argument finalement pour la survie de la droite, c'est qu'il y a une respiration démocratique. Mais les Français ce matin qui vous écoutent, ils veulent des propositions sur le pouvoir d'achat, contre l'inflation. L'argument qu'il faille une respiration démocratique, ça suffit pas. Ce qu'ils attendent avant tout, c'est le discours et les actes qui soient conformes à l'intérêt national. Vous savez, la politique ne peut pas se réduire au chèque énergie, puis au chèque alimentation, parce que au fond, ce qui vous permet de manger et de mettre de l'essence dans votre voiture, c'est votre travail. Et la situation de la France aujourd'hui, elle est très simple. Jamais le déficit commercial n'a été plus important. Qu'est-ce que ça veut dire, pour traduire clairement? Ça veut dire qu'on vend mal nos marchandises et qu'on en achète de plus en plus à l'étranger. Pourquoi ? Parce que nos prix sont trop élevés. Et pourquoi nos prix sont-ils trop élevés? Parce que nous avons trop d'impôts. Nous sommes recordmen en Europe. Et pourquoi avons-nous trop d'impôts? Parce que nous avons trop de dépenses. Et que fait actuellement, et je me prononce uniquement au nom de l'intérêt national, depuis ces dernières années et dans le travail gouvernemental avant les législatives, que fait-on? On cherche à distribuer de l'argent qu'on n'a pas gagné aux Français. Eh bien, quand on l'aura fait une fois, il faudra bien revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire comment l'État de la République réussit à faire en sorte que le travail paye mieux et que la France soit plus compétitive dans la compétition des nations. On vous entend, mais voilà un objectif louable à long terme. Mais qu'est-ce que vous faites quand certains Français ne peuvent pas remplir leur panier, leur caddie, quand ils souffrent même pour acheter justement et pour boucler leur fin de mois? Qu'est-ce que vous dites à ces Français-là? Qu'est-ce que la droite, LR, dit? Quelles propositions, quelles idées? Extrêmement difficile. Il ne faut pas rouler les gens dans la farine. Un chèque au mois de juin reporte le problème au mois de septembre. Ça n'est pas une solution. Les seules solutions durables sont les solutions structurelles. On n'en parle jamais. Il est grand temps de remettre à l'ordre du jour l'intérêt national. Vous savez, le bonheur des Français, leur prospérité dépend largement du contexte économique national. C'est là-dessus qu'il faut travailler pour améliorer les ressources de nos concitoyens. Qu'attendez-vous alors? Il est temps de le dire. Qu'attend la droite? Eh bien, je suis en train de vous le dire. Oui, mais vous, bien, et les autres, où il est grand temps qu'on nous écoute un peu plus, et c'est pourquoi je disais tout à l'heure, nous sommes nécessaires à la démocratie, mais pas seulement. Nous sommes nécessaires aussi à l'intérêt national, et c'est un créneau sur lequel on ne se bouscule pas. Nous sommes les seuls à tenir ce langage. Je crois qu'il est temps de se faire écouter, en effet. Vous dites que vous êtes nécessaire à la démocratie, et cela concerne évidemment aussi le Sénat. Dans l'affaire McKinsey, qui concerne le rôle et l'influence des cabinets de conseil sur les politiques publiques, le bureau du Sénat vient de saisir le parquet pour suspicion de faux témoignages devant la commission d'enquête. Cette suspicion, je le précise, concerne les déclarations du directeur associé de McKinsey. Tout d'abord, Philippe Bas, c'est grave de ne pas respecter son serment devant une telle commission. Quelle suite? Vous voyez, si vous voulez, là aussi, le Sénat dans la République est le seul à pouvoir faire ce travail qui consiste à dévoiler la vérité aux Français, parce que il n'est pas subordonné au pouvoir majoritaire. Il y a une ligne hiérarchique, président, Premier ministre, majorité parlementaire. Les seuls qui y échappent, c'est les sénateurs. Du coup, ils sont libres et indépendants, non alignés. Ils peuvent faire ce travail de faire émerger la vérité. Mais si sous serment quelqu'un leur ment, alors nous ne pouvons plus remplir cette mission constitutionnelle de contre-pouvoir qui est essentielle pour notre pays. C'est la raison pour laquelle hier le bureau du Sénat, après en avoir délibéré, a transmis à la justice des déclarations que l'on suspecte d'être mensongères sur les impôts de certains cabinets de conseil en France. Et il est absolument essentiel que le Sénat et la justice s'épaulent, que la justice vienne renforcer ce pouvoir constitutionnel qui est celui de l'enquête parlementaire. C'est aussi important que de voter les lois, de faire en sorte que les Français connaissent la vérité qui leur est cachée. À ce stade, c'est une suspicion. On peut se demander aussi, Philippe Bas, le rôle du Sénat. Il y a eu l'affaire Benalla, il y a McKinsey qui représente, ça c'est un fait, 5% des dépenses de conseil de l'État. Est-ce que ce n'est pas un épouvantail que vous agitez? Est-ce que le Sénat n'est pas une arme aujourd'hui dirigée contre le pouvoir et Emmanuel Macron? Je pense que si
on est suspect d'instrumentaliser la mission constitutionnelle de contrôle contre le gouvernement, on ne pourra tout simplement plus jamais l'exercer. Or, elle est déterminante dans une démocratie de la transparence. Le travail du Sénat, si il est crédible, c'est parce que c'est un travail de fond, assez austère d'ailleurs. Nous allons au fond des choses et nous livrons la vérité aux Français. Quelle vérité peut sortir de cette commission d'enquête sur... C'est très simple, elle est déjà sortie de la commission d'enquête, la vérité. C'est-à-dire qu'au lieu de recourir aux spécialistes de l'État, pendant 5 ans, on a comme jamais en France fait appel à des cabinets de conseil qui sont spécialisés dans les entreprises. Vous le faisiez ministre vous-même, monsieur vous Bas. le dire, vous le faisiez ministre vous-même. L'entreprise et l'État, ça n'est pas la même chose. Vous le faisiez ministre vous-même? Non. Non? Aucun gouvernement de droite n'a eu recours à des cabinets? Il peut arriver. C'est pas une bonne chose. On ne va pas non plus interdire à l'État d'avoir recours à des cabinets. C'est l'excès en toute chose qui est condamnable. Alors l'excès, justement, a provoqué un débat enflammé autour du burkini. Vous avez proposé, et il faut le noter depuis longtemps, Philippe Bas, d'inscrire dans la Constitution, et je vais lire la phrase à nos auditeurs, « Nul ne peut se prévaloir de sa religion pour qu'il soit dérogé en sa faveur la règle commune ». Si on inscrit cela dans la Constitution, qu'est-ce qui se passe? C'est très simple. Tous les gens qui sont absolument perdus faute d'une référence républicaine claire et s'imposant à tous seront maintenant dans un champ magnétique comme de la limaille de fer en présence d'un aimant. À chaque fois qu'on vous demandera est-ce que quelqu'un peut refuser que un homme vous examine à l'hôpital, que il y ait des dans une entreprise, quand on exige des tapis de prière au vestiaire ou l'interruption du travail. Vous imaginez un chauffeur de la RATP qui dirait vous respectez ma religion, donc je dois m'arrêter pour prier 5 fois par jour. Eh bien, à chaque fois qu'il y aura ces revendications, tout le monde saura dans les écoles, dans les centres sportifs, dans les piscines, dans les centres culturels, dans les mairies, dans les ateliers, tout le monde saura quelle est la règle commune. Vous voulez dire que ce changement de constitution va infuser sur tous les champs de notre société? Mais il y a des milliers de décisions qui se prennent partout, aussi bien dans les entreprises que dans les mairies ou les lieux publics et les hôpitaux. Tous les jours, des décisions se prennent. Et que voulez-vous, le médecin, le maître nageur, ce ne sont pas des spécialistes des principes républicains. Il faut qu'ils les connaissent. Vous ne voulez pas faire peser sur toutes ces personnes-là, dans les différents champs de notre société, de telles décisions. Donc vous dites, on inscrit dans la Constitution. Vous savez ce qu'on va vous dire, Philippe Bas? Encore, on change la Constitution pour cela? Mais... la question n'est pas de savoir si c'est une nouvelle révision constitutionnelle, mais de savoir si ce serait une révision de trop. Et moi, je dis que cette révision est absolument nécessaire. Elle a d'ailleurs été votée par le Sénat. Qu'attend-on pour achever le processus qui nous permettra d'éviter ces querelles stériles? La majorité ne vous suit pas. Il a tort et il doit reconsidérer sa position, parce que je crois que c'est la solution pour éviter toutes ces tartufferies, cacher ce sein que je ne saurais voir. Ça, c'est du Molière. Il y a un moment où les règles de la vie commune doivent s'imposer. Sinon quoi? Sans tergiverser. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, sinon, c'est l'éclatement de la société. C'est l'emprise exercée par certaines communautés sur ceux qui s'y rattachent, celles et ceux. Et ceci, ça n'est plus la République. Merci Philippe Bas d'avoir été notre invité ce matin, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Très bonne journée à vous ainsi qu'à nos auditeurs.